Allez, bonjour à toutes et à tous. On va faire un petit point rapide qui sera donc le tome 2 de l'apprentissage de Framework pour répondre à une question d'Eric. Je te salue d'ailleurs Eric. Et je trouvais ça intelligent de faire donc un petit point séparé là-dessus, comme ça je garderai cet enregistrement vidéo qui apparaîtra dans les contenus éducatifs dont vous disposez gratos comme d'hab. Donc le truc c'est de dire... Sa question, c'est donc framework, il a du mal avec la gestion du risque. Je peux le comprendre, effectivement, c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif, ça peut paraître pas intuitif, c'est un outil qui est très nouveau pour vous. Moi aussi, je l'ai développé d'abord pour répondre à vos besoins, puis au final, je trouve qu'il m'aide beaucoup. Donc moi aussi, j'apprends à l'utiliser, j'apprends à le perfectionner, je vais l'améliorer cet outil dans le temps, bien entendu. Mais voilà, donc soyez pas trop dur avec vous-même, il va de soi qu'un nouvel outil dans votre stratégie de trading, il va falloir apprendre à l'apprivoiser. Donc, je rappelle succinctement ce qu'est Framework. C'est donc un outil multicouche. On a 4 couches qui permet donc d'apprécier le traçage de canaux de tendance automatisés par algorithme sur 4 time frames. D'accord ? Donc ce qu'on appelle le canal de très 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 court terme, le scalp, qui va donc constituer des zones de support à très court terme. On a le canal de tendance, celui qui cadre normalement les structures tendancielles, mais qui sera donc brisé à chaque fois qu'on a des ranges. Le canal de contexte, qui normalement, lui, doit bloquer les mouvements des cours, sauf s'il y a tendance sur l'UT supérieur. Ben voilà, tout est histoire de couches. Voilà. Les ranges, ça casse les tendances. Les tendances sont des ranges sont des cassures qui arrivent à trouver une poursuite derrière. En gros, dans un range, on tente de casser, puis on se casse la gueule dans l'autre sens. Dans une tendance, on décroche et ça poursuit, ça continue derrière, le mouvement se poursuit. Ok ? Donc, on ne va pas refaire ici un cours sur l'analyse du contexte et du cadre technique, puisque l'étape 1 et l'étape 2 de la stratégie sont gérées à l'intérieur de Framework, mais ça, je vous l'ai déjà décrit dans l'épisode 1 donc de Framework. Là, on s'attelle à une autre chose, celle qui se produit après le trade, celle qu'on appelle la gestion du risque. Puisque je vous rappelle que la stratégie, en fait, c'est 4 étapes. D'accord ? Donc les 2 premières qui sont à faire plus ou moins ensemble, on pourrait les considérer comme une seule étape. Identifier le contexte et trouver et identifier la zone de prix dans laquelle on va intervenir, la zone de prix intéressante. Ensuite, l'étape 3, on cherche un signal qui confirme la réduction du risque à l'entrée en position sur cette zone de prix, qui sera associé à une gestion du risque définie. L'étape 4, définir la gestion du risque sur le trade. Ça dépend du type de pattern qui est déclenché. Les patterns bear, on vend, on se protège sur le niveau précédent au maximum. Les patterns bullish, même chose. Les surventes, on sait qu'on a un marché très polarisé, on va se protéger sous le niveau de support suivant ou de résistance. Voilà, les niveaux de TP, on va trader le niveau, mais avec une gestion du risque, c'est-à-dire qu'on va viser des premiers retracements dans l'autre sens pour sécuriser rapidement le trade, payer son stop, puisque le TP, généralement, un excès est fait derrière, mais pas toujours. Le exit, même chose, mais de façon un peu plus agressive, sont des trades qui nécessiteront des validations. Je vous rappelle, je vous ai mis un code couleur en fait. Tout ce qui est gris demande et nécessitera des niveaux de validation, c'est-à-dire des sécurisations plus agressives des trades, parce qu'ils sont hautement risqués. Tout ce qui est bleu, normalement, ça fonctionne pas mal. Les divergences, n'oubliez pas qu'une divergence est potentielle tant qu'elle n'a pas été activée. C'est-à-dire que là, par exemple, la divergence ici, elle n'est activée qu'au franchissement de la résistance. Voilà, là, en attendant, elle restait potentielle. Donc faites bien attention à ça. Voilà. Il y a toutes ces étapes, donc gestion de votre risque au niveau de l'entrée en position qui va vous donner un ordre d'agressivité, un ordre de grandeur sur l'agressivité du trade que vous allez avoir. Il faut sécuriser rapidement, on peut renforcer ou mettre du levier, ou on est carrément sur de l'ultra spéculatif, il faut rester très léger et très large sur les niveaux d'invalidation. Parlant de ça, d'ailleurs, je fais une petite apparenté parce que c'est de la gestion du risque. On va parler stop loss. J'ai vu sortir une vidéo. Bon, je vais pas citer les noms, j'aime pas faire ça. Mais bon, voilà, un mec bon, bref, voilà, qui vient de faire une vidéo pas inintéressante sur les stop loss et les dangers des stop loss, puisque tout n'est jamais tout noir ou tout blanc, je vous rappelle, chez les différents traders et formateurs sur Internet. Mais normalement, celui-là, si vous écoutez comment je vous apprends, si vous avez écouté ce que je vous ai appris pour éviter de finir
chez les escrocs du trading, normalement, vous ne devriez pas suivre ce mec-là. Mais il y a quand même des informations bonnes à prendre, et effectivement, il vient de faire une vidéo sur le stop loss. Donc, je vais reprendre ce qui me semble bien dans ce qu'il a dit. Ce qui n'est pas bien, c'est pas grave, voilà, je ne suis pas là pour critiquer, c'est vraiment pas mon rôle. Donc, le stop loss, il faut faire attention à ce truc-là, c'est bien évidemment le but de sa vidéo, et là, je le suis totalement là-dedans. Le stop loss, c'est pas bien. D'accord ? Le stop loss, c'est le premier truc que vous devrez enlever dans votre stratégie. Le stop loss au marché, j'entends bien, quand vous aurez suffisamment d'expérience. Mais j'insiste bien sur une chose, pour moi, c'est conditionnel. C'est-à-dire que c'est pas, on met pas de stop loss, ça non, clairement pas, parce qu'en fait le stop loss, certes c'est négatif, certes ça va probablement vous baiser la plupart de vos trades, mais en attendant, quand vous êtes débutant ou que vous manquez un peu d'expérience, la gestion du risque doit être polarisée et protégée effectivement par un stop loss. Si vous vous faites péter par le market maker, ça arrive, c'est comme ça, hein, mais en apprenant, rappelez-vous, normalement vous ne devez pas mettre de grosses tailles de position, vous êtes là pour apprendre à gérer vos risques et apprendre à gérer votre psychologie pour la rendre compatible avec un trading. Quand vous aurez passé ces étapes-là, compatibles à une bonne gestion du risque, compatibles à une psychologie au trading, là on peut enlever les stop loss. Mais c'est vraiment conditionnel. Vous remplissez pas les 2 premières étapes, ne vous amusez surtout pas à m'enlever les stop loss, vous allez finir avec des pertes cataclysmiques parce que vous allez rentrer en déni des trades et les autres conneries que je vous ai déjà racontées sur les stratégies, sur les émissions psychologiques. Donc le stop loss, absolument nécessaire si vous êtes débutant. C'est pas ça vous pètera plein de trades, c'est clair, il n'y a aucun doute, et il a raison dans ce qu'il dit, effectivement, le stop loss, c'est la plus grande source d'erreur chez les trades en particulier, chez les trades pour les débutants, mais malheureusement, c'est un mal nécessaire, tout simplement pour vous éviter des plus grosses pertes encore. Donc, au début, stop loss, par contre, un stop loss doit être placé judicieusement, et là, c'est là où je trouve que son argument est très bien, parce qu'effectivement, il faut aller à l'encontre du consensus à ce niveau-là. Le stop loss, c'est pas le niveau sur lequel vous vous dites, bon, ben, j'ai pas envie de perdre plus. Le stop loss, c'est le niveau sur lequel le prix ne doit pas aller. Dites-vous simplement une chose. Pour moi, un stop loss, quand j'achète, c'est le niveau auquel je vendrai. Un breakout. D'accord ? C'est-à-dire de me dire, voilà, le stop loss, c'est ce qu'on appelle... Alors voilà, on va même revenir avec ça. Vraiment à la base, un stop loss, c'est quoi ? C'est donc ce qu'on appelle un ordre stop. C'est un ordre qui va se déclencher dans le sens du marché. D'accord ? Contrairement à un ordre limite qui a pour but d'être exécuté en opposition au marché. On limite le marché avec un ordre limite. On stoppe le marché, on déclenche un ordre stop quand le marché va dans votre sens. Donc le problème, c'est qu'en général, on parle plus du stop loss que du stop entry, puisqu'effectivement, la plupart du temps, les ordres stop sont utilisés pour déboucler le marché quand il va dans le mauvais sens, dans le sens qui ne va pas dans votre trade. Évidemment, on parle de stop loss pour limiter la perte, blablabla. Alors oui, il faut un stop loss au début parce que vous ne serez pas capable de gérer la perte. Par contre, il faut bien le placer, le stop loss. Il ne faut pas le mettre là où il va évidemment être atteignable. Il ne faut certainement pas le mettre à proximité des zones charnières parce qu'évidemment, il y a ce qu'on appelle un market making agressif qui très souvent va récupérer ses stop loss juste en dessous. Et pourquoi ? C'est comme ça, parce qu'on cherche tous à acheter au meilleur prix, à vendre au meilleur prix. Et parfois, les algos, ils se disent, allez, on va péter quelques stops, ça permet d'avoir des meilleurs prix. Et puis, tant pis si ce qu'on fait n'est pas très rationnel. C'est de la gestion du risque algorithmique qui va péter vos stops. Et c'est des algos qui vous chassent. Et c'est comme ça, et ça ne changera pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est se protéger contre ces algos prédateurs en se plaçant suffisamment loin. Mais il faut quand même un stop loss. Pour moi, la polarisation ne peut pas être tout noir, tout blanc. On ne met pas de stop loss parce qu'il y a des vilains robots chasseurs. On peut le faire, je vous recommande même de le faire, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui vous diront de ne pas mettre de stop loss, effectivement, moi j'en fais partie, mais par contre c'est conditionné à une expérience dans le marché, il faut que vous sachiez gérer vos risques, que vous sachiez à quel moment vous allez déclencher, et surtout que vous soyez devant vos écrans ou disponible sur une plateforme de trading à tout temps, placer des alertes, vous me voyez souvent mettre des alertes invalidation, voilà c'est ça, moi l'alerte invalidation ça me dit merde, un trade se passe pas bien, il y a une gestion du risque à faire. Okay, donc ce sera toute l'utilité de voir ça, et Framework va vous aider justement dans la gestion du risque. Puisque je vous ai parlé déjà juste avant de, par exemple, dans un trade acheteur, le stop vente, c'est-à-dire l'invalidation de la position avec un stop vente, ça va être généralement un breakout baissier. Donc Framework va vous aider à identifier les zones où les breakouts baissiers peuvent avoir lieu. Et évidemment, c'est là qu'il faut déclencher vos trades et qu'il faut déclencher vos stop loss, soit manuellement, soit c'est là qu'il faut que vous cherchiez à placer vos invalidations. Pour ça, en fait, moi, je vous invite toujours à utiliser des alertes. Voilà, il n'y a pas plus utile qu'une alerte, en fait, qui va vous dire, ok, là, il se passe quelque chose, vous jugez, et ensuite, vous déclenchez ou non la stop de la position, en sachant que, quoi qu'il arrive, il y a
la perte maximale que vous ne dépassez jamais. Vous vous prenez 3% dans la tronche, ordre de vente ou pas ordre de vente, breakout ou pas breakout, vous foutez le camp, point barre. On ne va pas au-delà de 3%, même si vous vous faites stopper en bas de la bougie, pile poil sur la zone de chasse à stop, et on s'en fout. 3%, c'est la règle à ne jamais dépasser si vous ne voulez pas mourir dans le trading. Voilà. Parce qu'au-delà de ça, c'est une gestion émotive de la position qui rentre en jeu, beaucoup trop dangereuse pour votre durabilité à long terme. Dans ce cas-là, effectivement, il vaut mieux vous faire chasser quelques fois sur des mèches basses, sur des trucs dégueulasses où vous avez la rage contre le market maker qui vous a baisé la gueule. Mais il vaut mieux ça que la rage de vous retrouver en margin call dans 2 ans. Au mieux. Voilà. Ok, donc ça, pas de question sur le stop loss, surtout pas pour les débutants, obligatoire. Par contre, apprenez à bien placer votre stop loss et pour ça, ça va vous aider. Donc, là, on va faire l'exemple. Donc, on a parlé de la perte maximale. Ça, c'est la gestion du risque incompressible. Celle-là, je suis désolé, il n'y a pas de... Voilà, quand le trade se passe pas bien, plus de 3%, soit c'est que vous avez mis trop de levier, mais dans tous les cas, il faut couper. Soit c'est que votre stop loss, il est déclenché parce que le marché va dans l'autre sens. Il faut déclencher. Soit c'est que vous avez placé... soit c'est que mal vous avez trop renforcé, vous avez fait n'importe quoi. Enfin bref, dans le rouge au niveau du risque, au-delà de 3%, c'est plus une gestion du risque, c'est du pari. Et personne ne parie en trading, sauf les fous. On continue. Gestion du risque. On va aller sur les time frames inférieurs. Donc on va partir d'exemple d'un trade déclenché. Alors je suis obligé de partir dans le passé pour vous expliquer. C'est toujours les mêmes étapes, d'accord, qui vont servir à sécuriser les trades. Un trade qui déclenche et qui se passe bien. D'accord ? Là, on prend l'exemple ici, donc d'un marché survendu sur un niveau de support. Forcément, il se passe quoi ? Ça paye. Donc ici, c'était la zone support. Alors, on va utiliser le replay, je trouve ça utile. Voilà. Pour la gestion du risque, c'est vraiment pratique. Donc ici, vous commencez à avoir les alertes acheteuses sur une zone de prix intéressante. Effectivement, on y va doucement parce qu'on est en train de glisser sous un support, mais ici, c'est intéressant de se positionner acheteur. Bim, là, la stratégie vous dit on y va, c'est bon, le risque est limité. Ça ne veut pas dire que le trade va gagner, ça veut juste dire ici, feu vert pour y aller. En tout cas, faites une revue de ça. Et en fonction de ça, là c'est survendu. Donc quand c'est survendu, en général, on fait quoi ? On garde un stop qui est quand même assez serré. On peut être agressif quand le marché est survendu, puisque si ça va au-delà de la survente, c'est juste que vous êtes en tendance. Et là, on fait gaffe. On a ici Sine Wave qui vous donne une target là. Il ne faut clairement pas foutre son stop ici. Vous avez bien compris le principe. Là, sur cette position-là, il faut foutre le stop sous la zone de target parce que le marché peut très bien vous dérouiller une mèche tout en restant survendu. En contexte de survente, on peut mècher, mais normalement, on ne doit pas clôturer marginalement sous le niveau de survente. D'accord ? Donc là, le niveau de survente, c'est cette mèche-là. Il faut éviter les clôtures loin de cette mèche. On peut aller mècher plus bas, mais normalement, les acheteurs doivent soutenir ce marché par la sortie des vendeurs, tout simplement. Allez, admettons, entrée acheteuse réalisée. Donc ici, on a réalisé le trade acheteur. Quel est l'objectif du trade ? Bon, il n'est pas compliqué. C'est toujours pareil. L'objectif, quand vous prenez un trade comme ça, c'est de viser la borne opposée. Là, on est dans un trade en tendance. Là, il est hors de question, par exemple, que DAX il vise plus que ça. Quand vous arrivez là-dedans, tout signal vendeur, c'est out. Voilà. Donc, il est là l'objectif. Il faut que la gestion du risque, elle soit logique. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous risquiez plus d'un pour un. Sinon, c'est quand même complètement con. Ou alors, on est sur du trade en breakout. Mais ça peut se faire, le trade en breakout. Ce n'est pas un problème dans certaines conditions. Et avec une gestion du risque propice au breakout. Et de préférence avec un trade spéculatif derrière. Donc ici, on dirait par exemple le stop loss placé par là, ça paraît pas mal. Vous mettez un stop loss au marché si vous êtes débutant, vous mettez une alerte invalidation sur le niveau. Moi ici, clairement, un truc comme ça, je ne vais pas me tortiller du cul, je vais prendre un bon vieux niveau horizontal, on est sous la mèche, je vais faire quoi ? Je vais me mettre un peu sous la mèche et je vais foutre une alerte. Je vais me mettre là, je vais foutre invalidation. Et tant que ça ne vient pas me chercher le niveau, je ne flippe pas et je ne mets surtout pas de stop au marché. Vous voyez ce que je veux dire ? En faisant ça ici, si le marché continue de baisser, je veux être alerté et je veux gérer mon risque en fonction de ce que je vois. D'accord ? Et évidemment, je ne vais pas dire au broker, ici je mets mon stop. Voilà, je vais préférer éviter de lui donner cette information, parce que moi je ne traite pas avec des centimes non plus. Bon, je ne suis pas millionnaire, clairement pas. Mais voilà, je ne préfère pas faire mumuse avec des stops qui peuvent coûter un SMIC. Donc, on ne fait pas ça.
Moi, je ne fais pas. Maintenant, débutant, vous ne vous posez pas la question, vous me foutez un stop loss ici, parce que si ça vient là, vous allez dire, ouais, mais du coup, non, je ne sais pas trop si j'achète, je vends, est-ce qu'il y a breakout, pas breakout, puis au final, vous allez retrouver à sortir la perte 3 fois plus grosse. Le stop loss, lui, au moins, il réduira l'amplitude de vos pertes, parce que soyez conscient d'un truc, quand vous débutez, tout le monde perd, et ce n'est pas la faute des stop loss. Les stop loss contribuent effectivement à réaliser des pertes que vous auriez pu éviter, qui sont aussi surtout là pour éviter que vous cramiez le compte. C'est pour ça, en fait, qu'il faut un stop loss quand vous êtes débutant. C'est juste pour éviter une chose, c'est de ne pas vous laisser suffisamment de temps pour apprendre. J'ai toujours dit, on ne devient pas trader du jour au lendemain. Par contre, il faut beaucoup de temps pour apprendre. Et malheureusement, la plupart du temps, le levier, ne pas utiliser de stop loss, c'est la chose qui va vous gaspiller un maximum de temps en brûlant votre capital, en fait. Donc faire attention, on trade avec des petites tailles de position et on met des stop loss. Et si vous vous faites racler les stops, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Ça fait partie de l'apprentissage. Bref, allez, je vais à l'essentiel, gestion du risque, parce que je blablate fort et on est déjà à 15 minutes. Donc, alors, une fois que le trade est rentré, le premier objectif, en fait, comme on a un outil ici multi-time frame, d'accord, là on sait qu'on achète dans un contexte baissier, donc en fait, ici, on achète une fin de tendance, donc on achète pour du range. Donc évidemment, dans un range, l'objectif, c'est de dire, dès qu'on déborde ça, d'accord, l'objectif de range, c'est d'aller casser le contexte. On ne sait pas trop comment on va y aller, mais on sait que c'est vers ce contexte, et dès qu'on va le déborder, qu'on prendra l'objectif. C'est-à-dire ici, on sort. Dès qu'on a ça, on sortira sur signal vendeur. On peut déjà utiliser les niveaux de retracement FIBO pour se projeter. Voilà. C'est-à-dire que là, Daxu, par là, il y aura une gestion du risque à faire, s'il y a des signaux qui arrivent, et par là, il y aura obligatoirement, très probablement, une sortie à réaliser. Donc, soit vous mettez d'ores et déjà une limite ici, c'est ce que moi j'appelle souvent le TP max, c'est-à-dire que si ça vient là, vous foutez une limite au marché, parce que des fois, le marché il va y aller très vite, vous n'aurez pas le temps de réagir. Là, au moins, vous êtes sûr d'être exécuté sur un prix très intéressant pour sortir votre achat. Target max, en gros, ce qui se passe au-delà de ça, on s'en cogne. Ici, on récupère son gain et basta, et après, on avise. Mais il y a tout un tas de gradients. Rappelez-vous, c'est pas la position. Quand vous êtes débutant, vous avez toujours tendance à voir le marché noir et blanc. C'est-à-dire qu'arriver ici, derrière, c'est soit le stop loss, soit la target. Oui, mais ça, c'est quand vous êtes débutant. Quand vous allez devenir un peu plus aguerri en trading, je vous ai toujours appris à ne pas regarder justement ces options binaires, ces choix binaires, rouge, noir, enfin blanc et noir, c'est tout bon ou c'est tout pas bon. C'est ce qu'on appelle après la gestion du risque. Ça vient avec l'expérience. Ça, vous allez devenir plus précis et vous verrez les nuances de gris. Et c'est ces nuances de gris qu'il faut arriver à prendre. C'est ça, votre plus grande marge de progression. Arriver à apprendre à gérer finement le risque entre le stop et la target. Parce que le stop, pour moi, ne doit pas être fixe. Le stop, c'est des niveaux d'invalidation qu'on doit appréhender en fonction des conditions de marché. C'est pour ça que je ne mets pas de stop loss dans le marché. Je gère mon risque. Mais par contre, il y a un niveau incompressible de sortie qui est donc cette perte de 3%. Je me suis fait péter la gueule sur le DAX aujourd'hui. Je ne cherche pas à comprendre et je ne rentrerai pas avant demain et sous d'autres signaux et de time frame supérieurs. Et puis si ça ne paye pas demain non plus, c'est pas grave. Demain est un autre jour. Mais jamais au-delà de 3% sur un scénario. Sinon, c'est que vous êtes complètement hors risque, complètement dans la zone rouge. Et là, il vaut mieux déclencher un stop pour pouvoir au moins vous dégager de la position, réfléchir, analyser votre erreur et éventuellement revenir sur le marché plus tard. Mais on ne revient pas sur un marché à chaud après une perte de 3%, ça c'est clair, c'est la règle essentielle de gestion du risque. Quand ça se passe bien, parce que là pour l'instant on a parlé de ce qui ne se passe pas bien, comment gérer le stop, tout, parce que c'est ce qui est le plus stressant, c'est ce qui génère le plus de stress, donc le plus d'erreurs de la part des gens qui manquent un peu d'expérience. Moi j'ai pas peur en fait, parce que j'ai l'habitude de gérer mon risque, mais ça m'arrive encore de me faire surprendre comme des séances comme aujourd'hui. Parce que de toute façon, et je vous apprends bien ça, le marché reste, quoi qu'il arrive, la théorie du chaos. On maîtrise que dalle. Il n'y a pas de quasi-certitude. On n'est jamais sûr de rien, et même pas à 99%. On gère ses risques. C'est tout ce qu'on fait. D'accord ? Donc, on fait très attention à ça. Et comment on gère son risque avec Framework ? Allez, je réponds à la question finale. On arrive à la conclusion après tous les avertissements. Mais je préfère vous avertir plutôt 15 fois qu'une. Il y a différents niveaux, ça va dépendre de votre agressivité. En fait, plus vous êtes agressif et plus le trade est agressif, plus évidemment, selon votre niveau d'agressivité, la sécurisation va se faire plus tôt. C'est-à-dire, il va y avoir des étapes de validation de votre trade. Vous me voyez souvent mettre invalidation, vous me voyez aussi très souvent mettre sur les graphiques validation. Mais vous pouvez utiliser l'indicateur pour ça, en fait. La différence, c'est que ça va être un niveau fixe.
L'indicateur, lui, va vous donner des niveaux variables qui évoluent en fonction du temps. C'est-à-dire que là, par exemple, au lieu de mettre l'alerte invalidation, vous pouvez vous dire, bah, je la mets où mon alerte? Regardez, par exemple ici, je me dirais, ah bah super, je mets mon alerte ici. Si on casse le contexte, c'est pas génial. En tout cas, ici, il va y avoir des grosses alertes. Alors vous regardez, mais vous mettez une alerte ici. Voilà, par exemple. Sinon, bah, vous vous dites, je mets l'alerte sur le niveau sine wave ou des trucs comme ça. Voilà. Mais vous gérez votre risque sur des niveaux qui ont du sens. Pardon. Attendez, je réfléchis, j'étais en train de me perdre moi-même. Donc on continue. Sur les alertes, vous pouvez mettre des alertes sur tout. Donc l'avantage de l'indicateur, c'est que lui, il évolue dans le temps, alors qu'un niveau horizontal, lui, non. Et parfois, la gestion du risque, moi je pense qu'elle peut être plus fine si elle est conditionnée par des évolutions dans le temps, d'où l'utilité de l'indicateur. Donc il va y avoir plusieurs niveaux, en fait. L'indicateur lui-même vous donne les niveaux. Le premier et le plus agressif, ça va être de rencontrer la zone scalp, qui sera donc le contexte d'un time frame très court. Ici, on est en 2 heures, c'est le contexte 2 minutes qu'il y a là. Donc en contexte 2 minutes, si les vendeurs veulent maintenir la pression baissière, ils vont probablement essayer de revendre ce truc-là, qui sera leur contexte vendeur. Donc là, par exemple, vous faites gaffe sur ce truc-là. Ceux qui sont très agressifs, bah, vous allez gérer le risque ici, et vous allez vous dire, par exemple, arriver au contact du scalp, regardez, on va avancer pour montrer à quel moment on avait rencontré cette ligne-là. Hop, pas encore, là. Voilà. Là, elle est cassée sur la bougie juste avant. Vous l'avez vu, le scalp est passé en bas. Là, par exemple, il y a une gestion du risque à faire. Là, vous vous dites, bon, est-ce qu'il y a une alarme? Est-ce que quoi que ce soit? Bon, là, il n'y a pas de signaux. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur ce truc-là, par exemple? On peut effectivement, à ce niveau-là, mettre un stop loss au marché. Si on est très agressif, on se dit, OK, le marché commence à valider le retournement. Là, je fous un stop loss au marché, sous le plus bas. C'est très agressif. C'est les gens qui vont sécuriser les trades le plus vite possible. Par contre, le risque, plus vous êtes agressif, boum, ça vous fait chasser, mais par contre, vous prenez une petite perte et vous recommencez éventuellement plus bas. Il y a des gens qui aiment gérer le risque comme ça. Moi, j'ai rien contre ça, je ne vous donne pas de formule toute faite. Et je vous ai toujours dit que les gens qui vous donnent des formules toutes faites, c'est souvent les plus mauvais traders. Vous devez être adapté à fonction de vos personnalités. Chacun est différent, donc la solution miracle qui marche pour tout le monde, elle n'existe pas. Il faut bien apprendre à percevoir votre degré d'agressivité et à trouver un money management qui va avec. Évidemment, avec les différents gradients, ici, comme on était sur du TP en pattern, je vous recommande franchement pas de foutre un stop sous le bottom. Là, sur un truc comme ça, il faut vraiment le laisser là. Mais à ce stade-là, le mec le plus agressif peut se dire, ok, ça commence à valider, donc je fous un stop loss au marché. En tout cas, ici, je commence à me dégager un peu de la zone spéculative, ce qui est un premier bon signe. Moi, je ne ferai pas ça, parce qu'honnêtement, il ne faut pas être agressif face à une pattern de TP. Par contre, on va se dire, effectivement, il y a des TP si on vient chercher les zones 50% des canaux. D'accord? Si on vient chercher la neutralité des deux canaux, là, c'est plutôt pas mal. Canal de cadre technique et canal de contexte, canal de tendance. Normalement, si on neutralise bien cette tendance baissière, on doit revenir chercher ces niveaux. Ça, c'est un niveau de gestion du risque un peu plus médian. Là, vous commencez à avoir des premiers signaux vendeurs. Moi, je suis désolé, là, il faut gérer son risque. Là, qu'on soit sur un niveau ou non, là, il me semble qu'effectivement, ici, il y a un truc à faire. Soit un profit partiel, soit effectivement, on commence à placer un stop loss, loin toujours pour l'instant, mais là, ici, on commence à avoir des alertes vendeuses. Elles ne se produisent pas sur une zone de prix qui fait plus de sens que ça. On protège son trade, qui a commencé à bien fonctionner, on a des gains. Donc là, on protège ses gains. On n'est pas en train de se prémunir contre une perte. D'accord ? On protège ses gains au cas où ça devrait dérouiller. Bon, ça ne se passe pas trop mal, on revient chercher, on revient titiller, toujours la zone spéculative, là, c'est beaucoup mieux. On dépasse votre première alerte vendeuse, on atteint les zones 50, là pour moi, effectivement, ça commence à faire du sens de dire je mets mon stop sous le bottom. Là, on voit bien que la structure de prise de profit se déclenche. Maintenant, est-ce que le marché est haussier là? Est-ce que vous voyez des signaux boules? Non, voilà. Là, ce qu'on a par contre, c'est des signaux, c'est des invalidations de signaux vendeurs, qui sont en soi des signaux positifs. Ok, on arrive sur la zone 50, nouveau petit signal vendeur. Pour moi, ici, il y a une gestion du risque à faire, une nouvelle gestion du risque à faire, parce qu'elle, par contre, elle se produit sur une zone ici spéculative. On était en take profit. Moi, honnêtement, ici, je prends de quoi payer le stop. Ça fait que dalle. C'est-à-dire que là, vous prenez votre position, elle a généré 300 pips de gain, et votre stop, théoriquement, il vous coûte, merde, on va y arriver, 80. D'accord? Allez, 75. Donc là, c'est cool. Ça vous coûte 1/8 de la position. Pardon, 1/6 de la position. Donc là, vous n'avez qu'à prendre 15% de profit et ça y est, le stop est payé. Est-ce que 15% de profit, c'est grave? Non. Moi, ici, j'hésite pas une seconde, TP1. Je paye mon stop et basta.
j'ai mon stop sous le bottom et il est payé. Ici, il n'y a plus de problème. Là, mon trade, il est safe. Ça veut dire quoi le trade safe? Ça ne veut pas dire que je suis en train de limiter mes gains, au contraire, il me reste 85% du trade. Ça veut dire que d'une part, mon stop est payé et que je vais pouvoir réinvestir mon risque. Je prends toujours le même risque spéculatif, mais comme ce trade est sécurisé, je vais pouvoir prendre un deuxième trade spéculatif si par exemple un pullback m'est offert ou un truc comme ça. Voilà, ça retrace un peu, ok, ça tergiverse à plat. Bon, commencez à avoir un petit signal d'achat, doucement, sine wave ok, c'est pas suffisant. Voilà, là on a un pullback intéressant. C'est divergent, là c'est un signal bleu. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les boules sont en train de prendre la main. Donc on fait quoi? On recolle une deuxième entrée spéculative. Celle-là, elle est financée. Et soit on la finance avec du risque, c'est-à-dire on rentre là, on laisse le stop ici, soit ce qu'on fait, c'est qu'on récupère le risque qu'on a payé pour ça, et on a un stop payé. Le stop remonte là, et il est payé déjà, c'est-à-dire que là, vous ne prenez pas de risque, mais par contre, vous avez pris le risque de remonter le stop. Toujours pareil, plusieurs options, c'est en fonction de vos psychologies, pas de formule miracle. Vous gérez votre risque, ici, cool, vous avez pris du risque, ça paye, bull trend, là vous êtes tranquille. On a fait quoi? On a atteint comme par hasard le premier niveau qui avait été identifié tout à l'heure. Hein, c'est pas du miracle. Ici, on fait quoi? On sort son renfort, où on reprend à nouveau 30-35% de profit. On est avec un petit triangle rouge et surtout, on est sur la zone qu'on avait identifiée pour gérer son risque. Voilà, pas de secret. Bon, le problème, c'est que moi, effectivement, ici, j'attendais un petit chouïa de plus. Et que je ne l'ai pas eu. Bon, voilà, c'est comme ça, c'est le jeu du DAX parce que je le tradais sur un autre time frame. Moi, j'attendais 600, qui était un autre niveau, mais effectivement, ici, normalement, j'aurais dû passer vendeur. Donc, comme quoi, vous voyez, parfois, moi-même, je commets mes erreurs de stratégie. Mais donc, on avait trouvé cette zone-là par avance. Par contre, normalement, alors attendez, juste aussi, est-ce que ça, vous le savez, il me casse les couilles avec le replay sur TradingView. Il faut réajuster à chaque fois. Voilà. OK? Mais là, pour moi, normalement, on n'a pas atteint la target max, il y a toujours du potentiel, et je suis désolé, ce n'est pas une pattern vendeuse, ça. Ça, c'est une pattern gestion du risque. D'accord? C'est, hop, on y arrive, il n'y a que dalle. C'est quoi, en fait? C'est sine wave ici qui passe à la limite vendeur, et c'est limite vendeur. C'est vraiment que dalle. Donc, en fait, ici, il n'y a rien du tout, il y a juste un prix qui n'est pas inintéressant, mais normalement, c'est au-dessus de ça que vous sortiez. Rappelez-vous, on avait dit il faut casser le canal de contexte. Donc là, théoriquement, ici, vous êtes en train d'attendre que le marché fasse ça. C'est exactement ce que je faisais, en fait, sur Daxou. Hein. J'attendais qu'on vienne péter ce truc-là pour passer vendeur. Bon, voilà, je me suis fait niquer, hein, ça arrive. Un peu trop d'agressivité. Je voulais absolument un truc très précis. Le marché me recte complet au sein d'une journée faux folle. Hein, parce que voilà ce qui s'est produit aujourd'hui. Hein, du coup, hop là, boum, je te dérouille. Mais bon, voilà, c'est passé à pas grand-chose. Théoriquement, j'aurais dû passer vendeur, en fait. Mais voilà, moi, j'attendais un peu plus que ça pour vendre. Bref, est-ce que pour autant le marché est vendeur? On a bien dit range. Donc dans un range, le problème c'est que les structures de range sont très complexes. D'accord? Donc comment on gère son risque dans un range? Je vous ai toujours appris, on trade en cassure des canaux de tendance. C'est-à-dire que là, on montre bien que le marché est en range. On vient ici, on essaie de casser, et bim, la tendance est reverse ultra violent. Bon là, c'est vraiment ultra violent pour le coup. C'est assez rare de voir ce contexte-là. Mais bon, voilà, G20, blablabli, blablabla, Trump, le classique. Donc, les raisons, on s'en fout, en fait. Hein. Ceux qui sont là pour vous expliquer pourquoi, généralement, ce sont ceux qui traitent le moins. Et donc, bref, ici, on est là. Pour moi, il n'y a pas de raison de s'alarmer outre mesure. On a une target ici. Alors, elle est très fine, mais elle est là. Hein. Donc, on a une target sine wave qui est par là. Sur un niveau de support, qui était donc les précédents points d'entrée. Il faut faire attention, il risque d'y avoir des stops par là, déjà, premier truc à se dire. Et c'est de se dire, normalement, on doit casser ça. D'accord? Rappelez-vous, on doit passer sous ce truc, chercher une structure d'excès, typique d'un range, et ensuite on reprend. Le problème, c'est que là, comme on n'a pas fait un plus haut que le précédent, le risque, c'est qu'on puisse étaler dessous. Donc il va falloir faire très, 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 très attention. Pour moi, il y a la target qui normalement nous sécurise. C'est-à-dire que ici, c'est là que je vais chercher à trader le DAX. 11 074 vers cette zone-là. Demain, je vais probablement essayer de le cartoucher à l'achat. S'il n'y a pas de signaux, je ferai que dalle. Hein. Mais en 2 heures, si le DAX demain me donne un signal et un avalement haussier, je vais acheter un bas de range. Clairement.
Je vais pas me prendre la tronche. Je m'en bats les couilles que les mecs sont en train de flipper pour dire que ça y est, c'est fini, que le DAX il est bear et compagnie. On s'en fout. Pour moi, c'est du range. Plus ça parle, plus ça me plaît. Ça veut dire que plus les mecs ont peur, plus les prix sont attractifs. Et évidemment, là-dedans, je vais chercher que des achats. Ok? Mais alors, est-ce que les achats, je vais venir les chercher en 2 heures? Ben non. Pourquoi? Parce qu'on trade toujours dans un contexte. Donc, j'irai prendre mon 15 minutes et demain, je traderai sous le contexte 15 minutes. C'est-à-dire, je vais attendre qu'on passe sous le contexte, qu'on installe un signal acheteur 15 minutes par là, et effectivement, ce sera pas mal. Je vous rappelle qu'on traite toujours des targets, c'est-à-dire qu'ici, je vais attendre que le marché forme un range, casse ce range, ce qui me donnera normalement une target, et j'espère que ça va me donner une target vers les 11 070. Comme ça correspondra à ma target 2 heures. Vous avez compris le principe? Et évidemment, une fois que le trade sera rentré, comment je gère mon risque? Toujours de la même façon. Ça dépend de l'agressivité. La première validation, c'est de casser le scalp. La deuxième, c'est d'aller chercher 50% du canal de tendance pour sécuriser le trade. Ensuite, il y a une sécurisation qui se fait au niveau du canal de tendance. Et en finale, l'objectif, c'est toujours la borne de contexte opposé. Là, on est dans un range, donc je vais essayer d'acheter cette borne-là. Normalement, demain, si je ne me plante pas, on va aller plus bas. Ce qui fait qu'on va inverser le canal de cadre technique. Enfin le canal de contexte, qui va commencer à se réorienter à la baisse. Et l'objectif sera donc de marquer un bottom, de venir péter ce machin à la hausse, normalement en 2 vagues, c'est-à-dire qu'on fait en 2 vagues successives. Généralement, dans les ranges, c'est ce qu'on fait, on pète en 2 vagues. Et je ferai quoi? J'essaierai normalement donc de récupérer à nouveau une vente sur le haut du cadre technique, sur le haut du contexte, pardon, pour poursuivre dans le range. Et puis si ça ne marche pas ici et qu'on installe une tendance, pas de souci. Ok? Évidemment, ça se fait toujours à condition de signaux pour pouvoir prendre ces trades. Voilà. J'espère en tout cas que ça vous aura servi. Voilà, le problème pour moi, c'est qu'ici, il fallait être très très agressif vendeur. Le signal était pourtant là, j'avoue, j'aurais dû le prendre. Mais j'ai pas l'habitude de shorter un gros momentum acheteur comme ça, avec un cycle bien haussier. Voilà, normalement ici, je cherchais bien juste un petit excès de plus, un exit quoi. Pour moi, le surachat ici, c'était pas suffisant. Voilà, c'est ça l'erreur que j'ai commise. En fait, si ici, j'avais pas commis l'erreur, j'étais passé vendeur, je me serais régalé de tout ça. Évidemment, j'aurais jamais pris les trades acheteurs, j'aurais géré mon risque sur les trades acheteurs. Trades qu'évidemment là, j'ai pris à l'achat avec un billet acheteur sur lesquels je me suis fait allègrement péter la gueule aujourd'hui. Voilà, bref. Donc, gestion du risque, toujours pareil. Et pensez bien à ça. Ce framework vous aide. Mais si vous êtes agressif, on gère au niveau du scalp. Moi, je ne vous recommande pas, même moi, j'utilise rarement le scalp comme gestion du risque, et pourtant je suis très agressif. Celui que je vous recommande pour gérer, c'est 50% du canal de tendance. Dès que vous atteignez 50%, je vous rappelle, c'est la polarité. Ici, on ne vend pas dans cette zone-là, on n'achète pas dans la zone supérieure du canal. Ce qui fait qu'en fait, quand vous arrivez dans la partie supérieure du canal, vous arrivez sur les premiers prix attractifs à la vente. Ce qui fait que quand vous achetez, il y a une gestion du risque à faire dans cette zone-là. Vous atteignez les premiers prix intéressants vendeurs, il va y avoir des réactions vendeuses. Elles vont être soit effectivement vendeurs très agressifs, ça vend dès qu'on arrive à la médiane du canal et ils rejettent à chaque fois à la baisse, tendance baissière, soit tout simplement ici ça tergiverse, ça monte un peu, voilà, et si vous arrivez carrément à toucher l'autre borne du canal de tendance, c'est clairement que vous êtes en train de valider votre bottom. Là, à ce stade-là, le trade doit déjà être validé, quoi. Le stop doit être à break-even quand on atteint le canal de tendance opposé. Alright? Évidemment, quand on est dans un range, on ne récupère pas ses profits sur le canal de tendance puisqu'on sait qu'on va le casser. Donc on vise une prise de profit au-dessus du canal de tendance. On casse toujours les bornes dans un range. Le principe, c'est de faire semblant d'initier des tendances, de faire rentrer les gugus et de péter et d'aller dans l'autre sens derrière. Voilà, tout simplement. Donc pensez toujours ça, un range, pensez toujours cassure, puis renversement. C'est pour ça que je vous mets les targets sine wave et tout ça, tout ça. D'ailleurs là, moi j'utilise, je terminerai là-dessus, j'utilise toujours la vieille version de sine wave, c'est-à-dire sine wave pas bêta, et effectivement c'est mes vieux algos de breakout qui sont dedans. Les algos de sine wave bêta sont beaucoup mieux, mais évidemment j'arrive pas à la compiler, donc je l'ai dans le cul. J'utilise la vieille version de sine wave.
C'est temporaire. Je vous ai dit, je vais effectivement refaire l'algo de breakout beaucoup plus proprement et il sera intégré dans Framework. Donc pour l'instant, effectivement, les targets de break, elles sont pas tout à fait bien parce que c'est un très vieil algo qui a pratiquement 1 an et demi là-dedans. 1 an au moins, puisque ça fait 1 an que je bosse sur la version bêta qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus avancée. Donc si vous arrivez à compiler la version bêta, je vous invite à utiliser les algos de Sinewave bêta. Hein. Voilà. Pour les breakouts, ils sont beaucoup mieux que les algos de Sinewave tout court. Voilà. Allez, c'était la petite parenthèse. J'espère en tout cas que j'ai répondu à ta question, que ce sera un peu plus clair pour toi. Mais donc voilà, pense tout simplement, il y a des gestions du risque par rapport au niveau technique, c'est-à-dire l'atteinte d'un niveau technique qui traduit une certaine psychologie. Là, ici, c'est que tu commences à revenir tester le camp des vendeurs, donc c'est bien, tu peux gérer ton risque. Là, c'est que carrément, tu es en train de le remettre profond. Et là, c'est que tu atteins tes objectifs. Voilà, en niveau psychologique. Mais après, n'oublie pas qu'il vaut mieux avoir des signaux pour agir. Tu peux agir hors signaux pour un déplacement du stop. C'est-à-dire que tu gères juste la gestion de ton risque, c'est-à-dire la gestion de ton niveau d'invalidation, mais en positif, c'est-à-dire le trade qui se passe bien, tu remontes ton stop, moi j'ai aucun problème pour ça. Par contre, voilà, fais-le par étapes en fonction des différentes gestions de risque. Et évidemment, quand tu as un signal sur une zone technique, bah là, prise de profit partiel, ou en tout cas, tu gères ton risque, comme on l'a fait dans l'exemple avant. D'accord ? Mais évidemment, Framework vous donne toujours... il est là pour une chose, vous donner le contexte, ça oui, mais là on s'en fout du contexte, une fois que le trade est pris, le trade est pris. Donc, il vous aidera pour la deuxième phase, l'identification des prix qui ont de l'importance, des prix qui veulent dire quelque chose. Si vous avez un signal à proximité d'un prix qui veut dire quelque chose, forcément, vous gérez le risque avec une prise de profit en fonction du signal. Vous voyez, il y a des différents degrés d'appréciation dans les signaux. On reprend ici par exemple le contexte en 2 heures. Là, c'est surachat. Si le marché est suracheté sur la borne de la tendance, si vous ne me sécurisez pas les gains ici, on n'est pas d'accord, quoi. Clairement pas. Là, il faut obligatoirement prendre un profit partiel. C'est clair. Voilà. C'était obligatoire, en fait. C'était clairement obligatoire. Là, c'était hautement conditionné, mais le problème, c'est qu'on n'était pas sur une zone de prix intéressante. On était à la limite sur le 50%. Et encore, attendez, je vais aller regarder dans le... Est-ce qu'on atteignait au moins les 50%? Oui, voilà. Là, tu vois, on atteignait les 50% et ça rejetait à la vente. Donc, effectivement, là, pour moi, il y avait une première gestion du risque à faire, éventuellement. Voilà. Si tu pouvais encaisser un peu, bouger ton stop, en fonction de ton agressivité. T'es très peu agressif, oui, tu sécurises une partie de tes gains ici, tu commences à payer ton stop ou des trucs comme ça. T'es très agressif comme moi, le premier signal vendeur, je m'en fous toujours moi en général. Je préfère prendre le risque de me faire péter la position, mais j'aime pas trop limiter les gains sur les phases initiales. Voilà. Après là c'était un TP, bon voilà, effectivement ici il fallait quand même faire un petit quelque chose. Ok ? On est bien d'accord? Normalement, j'espère que c'est plus clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me le dire, mon cher Eric. Et évidemment, je referai peut-être une vidéo à l'occasion si nécessaire. Sur ce, messieurs, je vous souhaite une belle journée. On verra bien donc du coup pour ce qu'il en est de la suite de ces scénarios indiciels palpitants. Mais pour l'instant, ça ressemble plus à des gros ranges à con. Donc faites attention à ne pas être le plus gros con dans la sauce, puisque c'est eux qui se font ruiner. Donc bah voilà, c'est comme ça. Donc on fait attention, et puis bah, si on se prend un max drawdown, on accepte, on ravale sa fierté, et on recommence le lendemain.